Khadija Sahraoui Chapuis est sociologue, directrice de Réseau 13, association de prévention des conduites à risque et promotion de la santé dans les quartiers populaires à Marseille, et membre du collectif Ensemble dans la prévention et du dispositif Trafic Acteurs Territoire à Marseille. Vendredi 17 avril 2026, elle était invitée à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions de la Découverte de son livre « Les prolétaires du business dans l'ordinaire des trafics de drogue » en dialogue avec Samuel Philippon. Bonsoir à vous, merci d'être venu ce soir à la rencontre de notre invité que nous sommes très heureux de recevoir, Khadija Sahraoui Chapuis, qui vient nous présenter ce livre paru aux éditions de la Découverte, Les prolétaires du business, sous-titré Dans l'ordinaire des trafics de drogue. Et je laisserai peut-être Samuel présenter plus avant l'autrice et son travail. Et juste un petit mot sur Samuel Philippon, qui va assurer la modération de l'entretien et qui travaille dans l'éducation spécialisée et qui est aussi auteur d'une thèse sur le deal dans les quartiers populaires. Voilà. Donc merci à vous deux et bonne rencontre. Merci, bonsoir à toutes et tous. Auteur d'une thèse quand elle sera soutenue, parce que je ne suis pas encore docteur, et par ailleurs, oui, donc éducateur en prévention spécialisée. Bien, très heureux de pouvoir présenter ce soir l'ouvrage de Khadija Sahraoui Chapuis. Donc je vais te présenter. On a décidé qu'on se tutoierait avec Khadija. Ça nous semblait plus simple. Tu es docteur en sociologie, donc tu as soutenu une thèse, comme l'a dit, pardon, j'ai oublié votre Benjamin, sous la direction de Laurent Mucchielli en 2019, qui s'intitulait Trafic et trafiquants de drogue, une ethnographie des réseaux dans les quartiers pauvres de Marseille. Tu es par ailleurs directrice de l'association Réseau 13, qui est une association marseillaise de prévention des conduites à risque et de promotion de la santé donc à Marseille. Donc on t'accueille pour ton dernier ouvrage, Les prolétaires du business dans l'ordinaire des trafics de drogue. Et cet ouvrage s'intéresse essentiellement donc au trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille, c'est bien ça ? Peut-être ma première question, ça sera par rapport à ton parcours personnel. Tu l'évoques dans l'ouvrage. Et ton cheminement vers l'univers du trafic de drogue était relativement étranger avant 2002. Je voulais savoir comment tu étais venu à t'intéresser à cet objet social assez étrange qu'est le trafic de drogue dans les cités. Alors bonsoir et merci d'être là et merci pour cette invitation. Alors cet objet m'était quand même assez familier, même si je n'étais pas proche de lui directement. C'est ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que j'ai grandi dans les quartiers nord et qu'effectivement la question des drogues a été présente, prégnante. Et le trafic de drogue était là, à côté de moi. Et quand je suis arrivée en 2002 dans l'association que je dirige aujourd'hui, dans une cité différente de celle où j'habitais, j'avais pour mission d'animer un collectif d'intervenants pour faire une sorte de diagnostic local. Et évidemment que la question des drogues était très présente, très prégnante dans les échanges, parce que notamment, c'est une cité qui a connu l'héroïne pendant la période post-French Connection, donc une des plaques tournantes d'héroïne à Marseille, et donc la question des drogues était très présente. Et tout le monde parlait des trafics, tout le monde parlait des acteurs de ces trafics-là, mais personne n'allait vers eux. Et finalement, j'ai vécu ça, moi, comme une sorte de vrai malaise, parce que mon travail, c'était de collecter des informations, d'objectiver ça, mais je n'avais pas la parole, finalement, des principaux concernés. Et c'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à aller vers ces acteurs-là, et c'était une sorte de survie professionnelle, en fait. J'avais besoin de ça pour pouvoir travailler tranquillement dans cette cité-là et ces questions-là spécifiquement. Tu évoques le temps long. Alors en effet, parce que comme tu le dis, là, tu as découvert cet univers assez tôt dans ta vie, et donc tu dis qu'en fait, pour pouvoir comprendre ces mondes sociaux, il faut s'accorder du temps long. Ce que permet la recherche. Et je voulais savoir en quoi, qu'est-ce que ça avait comme avantage pour pouvoir mieux comprendre justement l'univers social de la revente de stupéfiants. D'abord, ce qui est indéniable, c'est que le temps long, il permet de créer des liens
de confiance. Il permet de se rendre compte physiquement de ce qu'engendre une activité telle que le trafic de drogue, c'est-à-dire physiquement, en termes de fatigue, en termes de stress, parce que même si je vendais pas de la drogue, j'étais à côté d'eux, et quand même j'avais pas de lien direct avec ce trafic, je ressentais quand même le stress chez eux, de la peur aussi, le froid, l'ennui aussi. Parfois le temps il est très long et ils s'ennuient et ils savent pas quoi faire, et donc du coup une fois qu'on a beaucoup parlé, la soif vient, donc on n'a plus envie de parler parce qu'on a soif. Donc le temps long il permet ça, il permet d'une part de lier, de tisser des liens avec les acteurs des réseaux, d'autre part de se rendre compte concrètement de ce que c'est que faire ce travail-là. Et enfin, il permet aussi de voir quelles sont les évolutions en matière de politique publique concernant les trafics de drogue sur les territoires. Ça permet aussi de voir comment est-ce que le trafic de drogue il se réorganise, à quel moment il s'est réorganisé, quel est l'impact concret des politiques publiques en matière de lutte contre les stupéfiants sur l'organisation du trafic, etc. Est-ce que le risque de défendre la question du temps long, qui est propre à la recherche, que je comprends très bien, ça ne peut pas renvoyer aussi une image d'une forme de résignation ou de banalisation par rapport à ce qu'est le trafic de drogue dans les cités ? Alors le trafic de drogue, il demeure une activité ancrée dans les cités comme étant une économie de la débrouille. Donc de fait, oui, le trafic de drogue se trouve dans les milieux pauvres et dans les cités pauvres. Donc le temps long, il permet aussi justement d'apprivoiser ça, d'apprivoiser cet objet de recherche. Il permet aussi de se délester de l'aspect moral de la chose. Il permet aussi d'être apaisé avec cette idée que le trafic de drogue est ce qu'on voit à la télé, des jeunes sans foi ni loi, armés jusqu'aux dents, etc. Le temps long, il permet de déconstruire. Et quant à la banalisation, là où il y a pauvreté et précarité, il y a économie de la débrouille. Et le trafic de drogue est une économie de la débrouille. Justement, par rapport à cette déconstruction un peu de l'image qu'on peut avoir juste par le prisme médiatique, tu dis que pour les travailleurs sociaux qui vont être amenés à rencontrer ces personnes qui sont dans la rue, qui sont les dealers consommateurs, il peut y avoir une sorte de polarisation entre à la fois, pour certains travailleurs sociaux, une sorte d'hermétisme, c'est-à-dire de mettre ça très loin parce que c'est illicite, ou alors sur l'autre pôle, des jeunes travailleurs sociaux notamment, qui peuvent avoir une sorte de regard un peu romantique par rapport à cette activité, une sorte de fascination. Et toi, tu as, pour essayer de dépasser en fait ces deux pôles, tu mobilises Marcel Mauss, le sociologue. Est-ce que tu peux nous dire en quoi Marcel Mauss t'aide justement à départager justement cette polarisation entre de rejet de cette activité ou alors fascination ? Ce que nous apprend Marcel Mauss, c'est dès lors qu'on convoque nos propres valeurs pour regarder un phénomène, on est à côté de la plaque. On est dans la désinformation, on ne comprend pas le phénomène et on s'en éloigne. Donc moi, je pense que c'est une base qui est extrêmement importante parce que, encore une fois, le trafic de drogue, il engendre chez les personnes qui le côtoient de près ou de loin une sorte de réaction viscérale, passionnelle parfois, et que ce soit pour les professionnels ou les chercheurs. Et je crois que justement cette rigueur qui consiste à dire on ne juge pas, on regarde, on ne relève que les faits et uniquement les faits, permet aussi à un moment donné de se délester justement de ces valeurs morales qui, je pense, mettent plus en insécurité le professionnel qu'autre chose. J'ai toujours tendance à dire que le professionnel, l'intervenant social, l'intervenant local, dans les cités, il est parfois un des premiers des informateurs de ce qui se passe dans les cités. Parce que justement, il participe à des réunions, il participe à des rencontres, et il lâche parfois des choses parce que la situation est complexe, parce qu'il n'y arrive pas, parce que le trafic de drogue est prégnant, et parce que surtout, il y a une grosse
frustration de se dire ben non, il faut que je fasse un pas de côté. Mon travail, c'est pas uniquement de les sortir du trafic de drogue parce que je n'y arrive pas. Il faut l'accepter, etc. Et le professionnel ne fait pas toujours ce travail-là. Du coup, dans les réunions, il lâche parfois des choses et l'institution, elle a une oreille attentive et parfois des choses prennent une ampleur très grande et très préjudiciable pour les territoires aussi. C'est ce que nous apprend Marcel Mauss, la sociologie du Durkheim aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à se délester de son héritage moral, de ses valeurs, pour regarder un objet. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle le vente postée. C'est Marwan Mohamed, le sociologue, qui parle de ça, cette appellation, c'est-à-dire une vente de drogue en bas d'immeuble avec un guetteur qui surveille pour alerter de l'arrivée de la police et aussi un peu contrôler ce qui se passe, et un revendeur après qui va remettre la marchandise. Et je me posais la question de savoir si cette forme de vente, alors il y a une multitude de formes de vente dans la société, c'en est une parmi tant d'autres en fait, celle-ci est très médiatisée, mais bon, on sait qu'il y a des façons de vendre plus discrètes, qui font moins de bruit et qui délivrent peut-être autant de drogue. Je me posais la question de savoir si c'était une invention marseillaise. Est-ce qu'en France, il y a 30, 40 ans, c'est là où on a commencé à avoir ce type de revente, ou est-ce qu'il y a une réappropriation d'un modèle peut-être italien ? Je me suis posé cette question. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça. Alors, je ne pense pas que ce soit une invention marseillaise. Quand on regarde, par exemple, la série The Wire, c'est un peu ça qui se passe. Hein. On a les guetteurs, le revendeur à l'intérieur de l'immeuble parfois, ou de la maison, etc. Non, je pense que c'est surtout que ça se calque sur le modèle économique, en fait. C'est simplement ça, c'est le modèle commercial, économique. Et qui se globalise un peu au niveau de la exactement. planète, comme sur d'autres reventes de produits. Exactement, qui s'adapte complètement à la nature du produit vendu, à l'espace où il se trouve, où il est ancré, à la politique mise en place justement pour lutter contre ce phénomène. C'est un vrai modèle capitaliste, en fait. Hein. On est dans l'offre et la demande, et il faut mettre en place toutes les choses pour que la transaction financière se fasse dans les meilleures conditions. Il y a vraiment une optimisation, c'est des entrepreneurs très aguerris, en tout cas ceux qui sont à la tête des réseaux. Tout à fait. Justement, on parlait de politique publique en direction de la résorption des trafics. Il y a un chapitre en fait sur l'approche globale, qui avait été un peu théorisé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas par le ministre de l'Intérieur en 2012, Manuel Valls. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de cette approche globale ? Qu'est-ce qu'elle a changé en termes de politique publique, en termes d'approche dans les quartiers français où il y a ce type de trafic ? Alors cette approche globale qui est arrivée à Marseille et puis un peu qui s'est disséminée un peu même partout en France, qui s'est un peu répartie en France en 2012. Donc qui consistait à trois temps forts entre guillemets. Le premier temps, c'est le temps de l'enquête. Le deuxième temps, c'est le temps de l'arrestation. Et le troisième temps, c'est ce qu'ils appelaient au départ le service après-vente. C'est quand même assez intéressant de parler de service après-vente pour un service public quand même. Où là, il y avait la présence de cars de CRS présents 1 mois sur site. Alors déjà, dans les éléments de langage, ce qui était intéressant, c'était d'entendre parler au départ d'éradication du trafic. Donc c'était ça l'idée de la méthode, de l'approche globale, c'est éradiquer le trafic de drogue parce qu'ils voulaient se calquer sur le modèle de Giuliani à New York qui se vantait d'avoir fait baisser la délinquance et notamment les trafics de drogue. Bon, après, on se rend compte que c'était pas forcément vrai. Mais ce qui est intéressant à voir, déjà d'une part, c'est que la période d'enquête, elle n'enquêtait pas uniquement sur les réseaux, mais dans tous les commerces de la cité aussi. C'est-à-dire qu'on partait du postulat que chaque commerce ouvert dans une cité était contrôlé parce que potentiellement en lien avec le trafic de drogue qui s'y trouvait. Donc ça dénote quand même une certaine vision des cités quand même et du trafic de drogue. Donc comme s'il y avait une connivence automatique entre le trafic de drogue et les commerces et les personnes ou les habitants qui selon toi n'est pas forcément non, pas du tout.
Et la deuxième période, justement, c'est cette fameuse période d'arrestation. Puis la troisième, c'est la période où il y a ces fameux services après-vente. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que la méthode, l'approche globale, elle a emmené cette idée que, d'une part, on ne peut pas éradiquer le trafic de drogue comme ça. On ne peut pas l'annoncer comme ça, du moins. Parce qu'au départ, on parlait d'éradication. Puis au fil du temps, on a commencé à parler de déstabilisation du trafic. Donc, les éléments de langage ont changé parce que de fait, on s'est rendu compte que ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et également, je pense que l'approche globale, elle a amené cette idée qu'il faut pilonner. C'est les termes qui sont employés, pilonner. Pilonner les cités, c'est-à-dire être là, frapper, être toujours là et mettre de la pression sur les réseaux pour les étouffer, en quelque sorte. Mais de manière très concrète, les habitants des cités avaient du mal avec cette présence policière-là parce que cette présence policière, elle n'était pas uniquement là pour les trafics, puisque concrètement, un CRS ne peut pas aller dire à un revendeur maintenant tu vas arrêter de vendre ta drogue. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas son travail. En revanche, le CRS, il peut arrêter des voitures pour contrôler, savoir s'il y a l'assurance, etc., etc. Donc, ce qui se passait pendant cette période-là, pendant ce fameux service après-vente, c'est que les CRS étaient postés. Parfois, à quelques mètres, il y avait un trafic qui se déroulait. Mais par contre, eux ne pouvaient pas arrêter les jeunes qui étaient présents. Du moins, ils pouvaient appeler la police, etc. Mais eux n'étaient pas là pour ça, quoi. En revanche, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient certains habitants qui arrivaient en voiture et contrôlaient les véhicules. Et il y avait une sorte de double peine qui était ressentie par les habitants. D'une part, ils avaient cette idée qu'il y a un trafic de drogue qui se déroule et on est aussi impacté par ce trafic de drogue-là. On est discriminé, etc. Et en même temps, quand la police vient dans les cités, c'est pour contrôler nos voitures, etc., etc. Alors que le trafic peut se dérouler par ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que sous couvert d'une politique de résorption du trafic, il n'y a pas aussi une politique de maintien de l'ordre et qu'il y a un petit peu un flou entre les deux approches ? Bien sûr, il y a cette idée de contrôle aussi dans les cités. C'est une réalité aussi, bien sûr, bien sûr. Alors tu parles de prolétariat du business quand tu t'intéresses à ce qu'on appelle les petites mains du trafic, qui sont vraiment les premiers acteurs qu'on voit, qui sont les plus visibles de ce trafic, qui sont les moins bien lotis. Tu expliques ça très bien. Tu fais une comparaison, une métaphore avec l'usine. Et dans cette usine, il y aurait des guetteurs, des vendeurs, des gérants, des patrons. Et dans ton ouvrage, il y a beaucoup de verbatim de jeunes gens qui sont donc acteurs du deal. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on remarque une forme de lucidité chez certains, ou au moins en tout cas une sorte de conscience qui sont exploités par la tête de réseau. Que même à leur niveau, ils savent très bien que ceux qui s'en mettent plus quand même dans les poches, c'est pas eux. Ce sont les têtes de réseau qu'ils voient très peu, je crois, avec qui ils ne sont pas en contact. Et je me demandais si tu avais pu quand même percevoir des dynamiques un peu collectives face à cette injustice. Est-ce que les petites mains du trafic, parfois, pouvaient développer une forme de solidarité pour revendiquer des droits, si tant est que les gérants, les boss de ce type de business soient prêts à accorder plus de droits à leurs salariés, entre guillemets. Alors, non, je n'ai pas vu ça. En revanche, il faut aussi se garder d'analyser le trafic de drogue au niveau de la hiérarchie, en tout cas de manière homogène. Il y a des gérants, par exemple, qui peuvent être assez bienveillants avec leurs subalternes, même s'ils les exploitent. Comme à l'usine, j'ai envie de dire, il y a des contremaîtres, il y a des directeurs d'usine qui peuvent être très sympas, qui tapent sur l'épaule, allez, bonne soirée, allez, vous avez fini la journée, c'est la même chose, il peut y avoir ça. Et il y a effectivement d'autres gérants qui mènent une politique assez coercitive en direction des acteurs des réseaux, des petites mains. Ce qui se passe, la meilleure des façons de marquer son mécontentement, c'est de partir, d'aller travailler dans un autre réseau. Le problème des initiatives collectives, c'est qu'elles supposent qu'il n'y ait pas en amont une sorte de climat de méfiance, parce qu'il
la violence dans les trafics, elle n'est pas uniquement le fait d'homicide, etc. Elle est également elle s'immisce dans les relations avec l'autre, son ami d'enfance parfois, sa famille. La violence, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'elle divise aussi, elle divise les personnes. Et elle fait perdre la confiance d'une personne envers une autre, etc. Donc c'est ce qui étouffe dans l'œuf aussi toute initiative collective. Mais ça serait intéressant, ne serait-ce que par rapport il pourrait y avoir des revendications sur les pauses pipi, sur les déjeuners, etc. Oui. C'est vrai que j'ai remarqué que c'est vrai que quand on parle même de droit du travail, c'est des jeunes souvent qui ont une conscience très limitée de ce que c'est le droit du travail, savoir que des vacances sont payées, c'est salariés dans le droit légal. Ils ont assez peu une connaissance de cela, ce qui leur permet, je pense, ce qui est encore plus facile de les exploiter que des gens qui seraient un peu aguerris ces questions-là. Oui, tout à fait, mais parce que le droit du travail, c'est aussi... Ils apprennent aussi, entre guillemets, ou du moins ils essaient de l'apprendre avec un modèle qui sont leurs parents, et leurs parents qui sont eux-mêmes exploités. Donc c'est compliqué aussi pour eux de se dire qu'effectivement, qu'il peut y avoir des avancées dans le travail, alors qu'eux-mêmes ont vu leurs parents être constamment dans la galère, se plaindre aussi parce que des heures ne sont pas payées, des parents qui ont travaillé, qui se rendent compte qu'en fait, au moment de percevoir des indemnités du chômage, qu'en fait, ils n'ont jamais été déclarés. Enfin, c'est sur ça que repose aussi le modèle construit. Et c'est la force, c'est ce qui fait la force aussi des personnes qui les embauchent. Hein. C'est parce qu'elles sont vulnérables. Et d'ailleurs, tu as une phrase qui m'a interpellé, je te cite, tu dis « Leur capital santé n'est pas seulement entamé, il est pris en étau entre l'héritage familial, les conditions de vie et le quotidien du réseau. » Lorsque tu parles de ça, comment tu fais le lien entre cette intrication entre leur origine sociale et les difficultés qu'ils ont d'un point de vue même déjà physique en termes de santé? Déjà, la santé, elle est reléguée au dernier plan. C'est typique des populations en situation de précarité ou de pauvreté. C'est un héritage qu'ils ont aussi. Hein. On accepte la douleur, on courbe les chines, on avance, même si c'est difficile, etc. C'est la reproduction comme ça. Ton ouvrage, d'ailleurs, commence sur une vignette sur un jeune homme qui a les dents complètement abîmées et qui ne trouve pas les ressources pour aller se faire soigner. Tout à fait. Et qui va utiliser même la cocaïne, je crois, c'est ça, pour apaiser la douleur. Voilà, c'est son tout à fait. refuge. Oui, tout à fait. Il est compliqué quand même comment dirais-je, de créer un rapport apaisé au travail et à l'argent quand ceux-ci naissent du manque et de la maltraitance parfois, maltraitance au travail, etc., et de la souffrance physique. Et on le voit bien, hein, ils sont l'héritier de ça. Hein, ils arrivent avec parfois des idées plein la tête parce qu'ils sont très jeunes. Ils se voient peut-être à un moment donné arriver à se faire de l'argent beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Et puis quand ils prennent de l'âge, ils se rendent compte que c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, la désillusion, elle s'installe. Et puis il y a cette idée que au moins je sors pour travailler, donc je travaille, donc j'accepte ça aussi. C'est ce qui est comparable. Ils se plaignent de ça au départ. Ils se plaignent de ce discours des parents. Moi, je veux pas être comme mes parents. Je veux pas comme. En fait, il y a une reproduction sociale très forte dans un commerce illicite. Et d'ailleurs, tu dis que certains parfois travaillent à perte pour rembourser des saisies par la police, c'est ça? Exactement. Donc, il y a tout un système. Oui, c'est une des punitions, tout à fait. Ouais, presque d'esclavagisme. Oui, tout à fait, exactement. Alors, dans ton ouvrage, on parle beaucoup de drogue, de fait, qui est un produit addictif. Les petites mains consomment beaucoup, elles, du cannabis. Elles sont souvent enferrées dans une consommation pour oublier un peu, pour tuer l'ennui, parce qu'ils passent des journées... Parce que quand on parle d'un temps plein dans ces petits métiers de rue, c'est un double temps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils font 10-12 heures pour faire un temps plein, je crois. Oui, ça peut aller jusqu'à 14 heures. Ouais, bien sûr. Et eux, ils ont intégré ça comme étant un temps plein, que dans le travail légal, a priori, c'est 7 heures. Donc, ils ne sont pas à 35 heures, loin de là. Par rapport à ça, il y a le chercheur Bertrand Monet qui parle d'addiction à la puissance criminelle. Est-ce que tu partages cette définition quand on observe plus les gérants et les patrons du business? Est-ce qu'il y a une addiction à la puissance criminelle? Alors non, c'est pas ce que j'observe. C'est pas ce que j'observe parce que je pense que
notamment les gérants, on ne parle pas des têtes de réseau parce que c'est encore différent encore des têtes de réseau, quoique hein, il y a des têtes de réseau quand même qui viennent aussi des cités. Parce que si on parle d'addiction à la puissance criminelle, c'est aussi nier tout ce chemin d'inégalité en fait, qui a conduit à ça. Même le gérant a mangé son pain noir hein, aussi. Il a été aussi victime de violences, qu'elles soient symboliques, structurelles ou physiques, parentales parfois. Penser que le gérant serait un peu comme une sorte de fou furieux qui voilà, un peu is no good comme ça, au-dessus de tous, et puis qui se sent surpuissant, etc. Alors, évidemment que l'argent doit griser à un moment donné. Hein, voilà, quand on a de l'argent, quand on n'en a pas eu, il y a des choses qui doivent s'opérer, bien sûr. Mais je crois surtout qu'en fait, que tout ça repose sur une certaine forme de revanche. Une certaine forme de revanche, un peu ce que j'ai appelé moi la réponse du berger à la bergère. Vous avez voulu faire en sorte que je devienne voilà, un petit ouvrier, etc. Ben, c'est pas ce que je suis devenue. Mais soit dit en passant, j'ai discuté par exemple avec, je pense que j'en parle dans mon livre, mais une tête de réseau qui me dit mais moi, tu sais, même si je suis là, je suis en Porsche, etc., quand je vais dans un beau restaurant à Monaco, je reste le bico. Il y a quand même cette idée, de revanche, de vouloir prendre une revanche, mais avec une lucidité qui consiste à dire, ben oui, c'est pas qu'une question de classe sociale, pas que. L'argent ne permet pas de briser tous les plafonds de verre. La sociologue Khadija Sahraoui Chapuis, autrice de Les prolétaires du business, dans l'ordinaire des trafics de drogue, édition de La Découverte, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 17 avril 2026. Dans cette expérience de revente, est-ce que tu penses qu'il y a certains savoir-faire qui peuvent être réinvestis par les jeunes dans le monde du légal ? Est-ce qu'il y a en termes d'expérience sociale, en termes de compétences, en termes de capital financier, est-ce que ça peut être réinsufflé dans une vie consacrée à un travail dans le légal ? Je pense que déjà, le trafic de drogue, il engendre aussi... il fait un vrai travail de développement des compétences psychosociales chez l'acteur, hein, c'est-à-dire que il permet aussi à l'acteur de se révéler un peu, d'avoir plus confiance en lui, d'être plus facilement en interaction et de se réconcilier avec lui-même, de penser un peu les plaies, un peu des humiliations. Mais alors, c'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'il y a aussi parfois des cas de presque dissonance cognitive. Certains jeunes qui savent que les valeurs du trafic ne sont pas forcément des valeurs qu'ils partagent, et de faire quelque chose en étant très, très ambivalent. Est-ce que ça, c'est pas une source quand même de dissonance cognitive, de fragilisation psychique ? Oui, parce que ça prouve d'autant plus que l'implication dans les trafics n'est pas le premier choix, en fait. C'est ça, c'est que ça devient une alternative. J'ai jamais entendu ou très rarement, que ce soit en tant que chercheuse ou en tant que directrice d'association dans les quartiers nord, un gamin me dire à 8 ans, j'ai envie de trafiquer de la drogue, quoi. Ça devient une alternative à l'emploi, justement. C'est quand... substitut, quoi. Exactement. Et quand ils y sont, on les voit pas, comment dirais-je, on les voit pas en train de sauter de joie, etc. Il y a quand même cette idée qu'ils préféraient être ailleurs aussi. Mais plus ils prennent de l'âge et plus ça se concrétise, cette idée d'aller ailleurs. Hein. C'est ce qui est intéressant aussi quand même. Hein. Ils n'ont pas tout. Quand on entre dans le trafic à 14 ans, on ne vit pas la même chose. On ne vit pas les choses de la même façon qu'à 16 ans, 17 ans ou 18 ans. C'est pour ça qu'on ne verra jamais, je parle d'un cas d'une personne, maître chien, qui a un certain âge, mais on ne verra pas un guetteur à 25 ans ou 30 ans. Ça n'a aucun sens. À 25 ans, on n'a pas envie d'être guetteur. Donc c'est bien aussi que ça prouve que oui, qu'effectivement, qu'à un moment donné, le guetteur
il a envie de faire autre chose. Ça montre pas aussi qu'arrivé à une certaine maturité, quand même, malgré tout, les jeunes font la balance entre les bénéfices et les coûts de cette activité. Et qu'arrivé à 25 ans, en effet, ils se rendent compte que le rendement est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils pensaient. Et que peut-être un travail dans le légal, en fait, a plus de bénéfices d'un point de vue social, d'un point de vue en termes de risque, bien sûr. Oui, moi, c'est ce que je dis. Je dis aussi que on sort majoritairement, les acteurs du trafic sortent du trafic. Et pas entre quatre planches ou entre quatre murs. Ils sortent parce qu'ils prennent de l'âge, parce que les humiliations qui étaient acceptées à 14 ans ne sont plus acceptées quand on est plus vieux, plus âgé. On accepte moins les remontrances. On voit l'argent défiler, on voit l'argent entrer, mais on comprend aussi que cet argent-là ne nous est pas dédié. On comprend aussi qu'on est une pièce quand même importante dans le trafic de drogue, mais pour autant, on n'est pas les mieux payés. Il faut aussi se sortir de la tête que quand on est dans le trafic, c'est une sorte de bulle hermétique et il y a plus rien qui se passe pour le jeune. Non, au contraire, il est là, mais il continue de vivre, il entend, il parle, d'où l'importance d'ailleurs de jamais rompre le lien avec l'acteur du réseau. Il prend de l'âge et puis il y a des relations qui naissent, des rencontres amoureuses, envie aussi de se poser, etc., etc. Mais en fait, l'enfant, le jeune, quand il est dans le trafic, continue de grandir et puis à un moment donné, n'a plus envie de ça, tout simplement. On n'a plus envie de se faire engueuler, a envie d'avoir une sécurité sociale, a envie de se marier avec et avoir des enfants. Et puis, c'est ce que je dis souvent. Moi, les gérants que j'ai connus quand j'ai commencé en 2002 à faire ce travail-là, ils sont tous sortis du trafic. Une bonne partie et ils deviennent, c'est les vieux réactionnaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent ouais, mais les jeunes là dans le trafic ils font trop de bruit, mais ils nous écoutent plus, mais c'est des sauvages. Mais exactement. Et je leur dis mais c'est exactement ce que les gens disaient de vous. Vous êtes simplement en train de devenir des vieux comme moi, comme tout le monde. Justement, sur cette rupture, cette désistance, comme on dit en sociologie, quand les jeunes sortent de ces illégalismes, tu précises bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ce n'est pas une fulgurance comme ça que le jeune décide d'arrêter. Est-ce que tu pourrais identifier des étapes fortes qui font que le jeune va s'éloigner du trafic ? Quels sont les processus ? En fait, effectivement, c'est un vrai processus, c'est-à-dire qu'au départ, on accepte moins la correction, on accepte moins la punition, on accepte moins les remarques, les humiliations. Il y a ce que je disais aussi, il y a les relations qui se délient, il y a aussi de l'animosité, de la rancœur, il y a des coups bas aussi. C'est le premier point là qui commence un peu à travailler dans la tête de l'acteur du réseau. Puis il y a les rencontres amoureuses, comme je disais. Il y a aussi le développement de la spiritualité, c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à un moment donné et qui structure et cadre la personne et apaise la personne. Tous ces éléments de la vie d'un individu arrivent bout à bout et puis jalonnent un peu la sortie et l'accompagnent, quoi. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a cette idée, dans un sens, heureusement qu'il y a ces inégalités-là dans les trafics, parce que c'est ce qui fait qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Parce que en entrant dans les trafics, il y a cette idée qu'il y a c'est une sorte de groupe, on est entre pairs, on accepte la correction, etc. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que les inégalités salariales, elles sont là, le népotisme est là aussi, et on accepte de moins en moins les choses. Ouais. C'est ni plus ni moins que ce qui pourrait se passer pour une personne qui travaille dans une entreprise et qui serait malmenée, quoi. Là, on a quand même la possibilité de constater que oui, que l'acteur du réseau n'a pas envie de rester figé dans les trafics de drogue dès lors qu'il se dit qu'il y a autre chose qui est possible. Parfois, on a des sorties, puis des retours dans les trafics. Puis des fois, des personnes pendant 2 ans qui sont plus dans le trafic, qui reviennent et qui après elles sortent définitivement, ils font leur vie. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est une activité pleine de paradoxes et qu'à la fois, il y a une sorte de grande solidarité entre les acteurs du réseau, presque une famille de rue, et en même temps un individualisme forcené. Donc on est là aussi une polarité très forte,
à la fois on est soudés, mais on peut aussi décider de faire un coup bas, voire une chose très grave vis-à-vis d'un proche. Donc on est dans ces deux tensions permanentes. Oui, parce que c'est l'argent qui régit les rapports, en fait. L'argent régit les rapports entre le gérant, éventuellement le contremaître, le DRH, comment j'appelle le DRH, et les petites mains, et les autres petites mains, et les petites mains entre elles, quoi. C'est ça, enfin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois, j'ai vu des amitiés se briser parce que un a eu un peu l'écoute de ce que j'appelle moi le DRH et a été augmenté parce qu'il était assez sympathique avec les habitants, etc. Et quand ses amis l'ont su, l'ont très mal pris parce qu'il n'a pas plaidé en leur faveur à eux aussi. Enfin, ça tient vraiment à peu de choses, quoi. C'est l'argent qui régit les rapports et de fait, ça engendre aussi de la concurrence, parfois des trahisons. Alors, je crois que c'est le sociologue Bauchet qui parle de capitalisme de rue. Tu soulignes la grande mixité sociale en termes de genre et en termes de profil de personnes qui viennent consommer. Alors ça peut aller des gens des quartiers aisés de Marseille qui viennent chercher la cocaïne pour la sniffer, jusqu'aux personnes en grande précarité, très vulnérables, sans domicile j'imagine, qui viennent aussi acheter de la cocaïne. Pour autant, s'il y a cette mixité chez les consommateurs, chez les revendeurs, il y a une sorte de carte assez homogène, une carte sociale assez homogène. Je me posais la question, pourquoi il n'y a pas des jeunes de quartiers, de familles plus aisées qui ont recours à la vente dans les cités, alors que ça s'opère beaucoup sur les consommateurs? Je pense que c'est aussi parce que, c'est ce que je disais, c'est que on ne peut pas entrer dans les trafics de drogue et y rester sans avoir été l'objet de violences nous-mêmes. Des violences symboliques, des violences scolaires, de la stigmatisation, de la discrimination. Je pense que c'est un des éléments qui permet de tenir et d'avoir le cran, entre guillemets, d'y entrer, en fait. C'est ce qui conduit à ça. C'est ce que ce capital guerrier de Sauvadet, ça va quand même avoir des codes qui permettent d'exister dans cet univers, que si on ne les a pas, c'est quand même assez compliqué. Ou alors des liens de quartier très forts aussi qui permettent d'être reconnus. Oui, on mange ensemble le pain noir, quoi. On parle le même langage. Des fois, il y a des guetteurs qui parlent d'un endroit à un autre. On les entend parler de leur situation à la maison, donc ils se comprennent. Il y a cette idée, oui. Il n'y a pas de mixité. D'abord parce que je pense que, à part le fait d'être français, ils n'ont pas grand-chose en commun, en fait aussi. Par contre, ou alors de venir d'autres cités. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que des jeunes, il y a une sorte de mercato en France de des autres cités, bien sûr. De Marseille, de Marseille à Paris, de Strasbourg à... Bien sûr, d'autres cités. Mais des jeunes qui connaissent a priori un peu ce type d'économie informelle dans leur univers familial, enfin en tout cas dans leur univers d'enfance. Oui, mais pas que. Je pense que la première des expériences communes qu'ils ont, c'est le fait d'être discriminés, de souffrir d'inégalités, en fait. Je pense que c'est ce qui les... Plus que connaître, parce que j'ai déjà vu des acteurs, des jeunes fuir une cité d'une ville lambda, venir à Marseille, et pour qui c'était le premier emploi. Alors il y avait de la petite délinquance avant, mais pour qui, voilà. Mais il y a cette idée, je pense que le premier élément qui réunit tous ces acteurs-là, c'est les inégalités et l'injustice sociale qui subissent et qu'ils ont subi. Dans ton ouvrage, c'est assez drôle, il y a beaucoup de pseudos pour définir les protagonistes. Puis ça m'a parfois fait rire parce que je trouve qu'il y avait des noms qui étaient très parlants quand même, on imaginait assez bien le personnage. Je voulais savoir si c'était le fruit de ton imagination. Ça me faisait presque penser aux fables de La Fontaine parfois, ou alors au nom des compagnons. Je sais que les compagnons ont un nom qui se caractérise par soit un trait de caractère ou l'origine géographique. Et je voulais savoir comment tu les avais choisis, si tu les avais choisis ou si c'était des noms que tu avais entendus déjà. Non, je me suis référée à des conversations qu'on a eues ensemble. Par exemple, je sais que Frit, c'est celui qui a des problèmes de dents. Un jour, il m'a fait rire parce qu'il a pris des frites, justement, il s'est mis entre les dents. Voilà. Donc voilà, c'est des traits comme ça, des petites anecdotes qu'on a en commun. Et voilà, c'était... Et puis voilà. Mais là, ce qui a
Ce qui m'a posé problème pour les surnoms, c'est que, ça je pense c'est un travail de tous les, je pense que c'est tous les sociologues qui se prennent la tête par rapport à ça. C'est qu'on a cette idée de ne pas vouloir stigmatiser une population, notamment les populations issues d'immigration postcoloniale. Et en même temps, il y a cette idée que le fait qu'ils soient d'immigration postcoloniale impacte éminemment leur trajectoire, et notamment les questions de santé mentale aussi, du fait de la souffrance, de la mémoire aussi, qui a été en quelque sorte confisquée. J'ai fait le choix de pas, même si je pense que dans le livre parfois je dis des choses, mais j'ai fait le choix de pas traiter ces acteurs-là avec ce prisme des origines ou des ethnies. Pour dire aussi qu'ils sont français. Donc, alors, il y a eu effectivement une vague par un moment donné, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés qui étaient impliqués dans les réseaux. Ça aussi, c'était tout à coup, oh là là, mais il n'y a que des mineurs non accompagnés dans les réseaux. Puis finalement, ça s'est un peu délité. Il y a quelques endroits où il y en a, d'autres plus du tout. Voilà, parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie de reproduire des choses et d'être dans une situation de contrainte. Mais oui, les surnoms, c'est toujours un problème l'anonymisation est un problème, je pense, pour le sociologue. Je me suis posé la question aussi de la place des femmes dans les trafics. Tu l'abordes en disant qu'elles ne sont pas en première ligne, mais qu'elles existent, qu'elles ont un rôle aussi. Et c'est vrai que c'est une figure assez ambivalente, la femme avec la drogue, parce qu'il y a le sociologue Sarah Perrin qui dit que on a une représentation sociale très, très tranchée qui va de la fille facile qui consomme jusqu'à celle qui ne se fait pas contrôler par la police parce que c'est une femme et qui peut avoir de la drogue sur elle. Je voulais savoir si dans les réseaux comme ça, il y avait une évolution sur l'utilisation, entre guillemets, de la femme pour revendre de la drogue. L'évolution, elle est arrivée avec le développement de Uber Sheet, avec la livraison, effectivement. Parfois aussi, dans la logistique, des femmes sont sollicitées. Mais ce que je dis aussi, c'est que, preuve qu'on est vraiment dans une entreprise capitaliste, ça n'échappe pas non plus à la répartition genrée. La femme, elle reste quand même à des postes subalternes. La première figure de la femme dans les trafics, c'est la nourrice. Donc, elle reste à la maison. Donc, il y a quand même cette répartition genrée aussi des emplois dans le trafic. Alors c'est compliqué parce que sur la question de la livraison, ce que me disent en tout cas les personnes qui ont des points de vente par livraison, des gérants me disent que c'est de moins en moins vrai. Et les femmes, elles sont contrôlées aussi quand elles sortent des cités, etc. Parce que ça n'empêche qu'elles sortent des cités aussi. Donc, il y a quand même cette idée elle arrive d'une cité, donc il y a peut-être quelque chose. Donc oui, il me disait que ça se faisait que c'était moins en moins un gage de non-contrôle, en tout cas, cet emploi de femmes. Et oui, les femmes sont là, elles sont aussi parfois dans l'ombre, parfois elles décident de certaines choses, elles décident aussi de l'investissement, parfois elles conseillent aussi. Mais et quand elles sont dans les trafics à des postes différents, elles ont quand même cette posture. Elles veulent effacer justement l'identité féminine et mettre en avant plutôt une posture assez masculine et très rentre dedans, quoi. Est-ce que tu penses que l'évolution architecturale des quartiers, on en parlait tout à l'heure quand on s'est rencontrés, qui est quand même à l'œuvre dans beaucoup de grands quartiers en France, alors je ne sais pas si c'est le cas à Marseille, en tout cas à Toulouse, il y a vraiment l'ANRU, le réaménagement urbain, pourrait à terme changer l'organisation des trafics? Oui, évidemment, ne serait-ce que très concrètement, comment est-ce que le trafic va occuper les espaces publics ou comment est-ce qu'il va aussi se protéger. On disait tout à l'heure... Mais est-ce que les vendeurs n'ont pas déjà ça en tête, ils n'ont pas un coup d'avance? Parce que je sais que le monde de la drogue est très inventif. Par rapport à... Alors c'est un autre sujet, mais en Italie, je sais que sur le cannabis, qui est encore beaucoup vendu par la mafia, le chercheur Bertrand Bonnet, justement, est en contact avec des
des revendeurs, et ils disaient mais on va légaliser peut-être en Italie le cannabis, donc là vous allez perdre vraiment un marché. Et ils avaient déjà réfléchi à la chose en disant on va couper le cannabis à la méthadone pour le rendre très addictif. Et ça, on ne va jamais légaliser du cannabis coupé à la méthadone. Pourquoi je parle de ça? C'est que je me dis qu'il y a peut-être déjà chez certains têtes de réseau l'idée que cette organisation-là pourrait disparaître et qu'ils pensent déjà à la fois d'après. Alors, c'est ce qui différencie justement l'appellation crime organisé et de ce qu'on voit nous en France, c'est-à-dire que la mafia a toujours un coup d'avance, est très structurée, elle anticipe, c'est ce qui fait aussi sa force. Elle anticipe la moindre entrée en prison, elle anticipe les opérations de police, elle anticipe effectivement les politiques publiques, et c'est ce qui fait sa force. Le crime organisé, c'est ça, on est dans le contrôle de tout ce qui peut porter préjudice au business. Les trafics de drogue sont moins dans ce cas de figure-là parce que l'histoire du trafic est différente de celle de la mafia. On est dans une entreprise qui, même si elle est hiérarchisée, manque de fait d'une organisation rigoureuse. On le voit par exemple quand il y a un gérant qui entre en prison et qui se fait assassiner, il y a quand même un petit laps de temps où qui prend la place. Parfois, c'est la personne qui l'a assassiné qui va prendre la place, mais c'était pas prévu comme ça. Et pourtant, il y a une organisation très célèbre maintenant en France, la DZ Mafia, qui fait référence à la mafia. Alors, est-ce que c'est pour faire référence à l'imaginaire du monde de la drogue, qui est très très fort et dont certains jeunes vont aller puiser certaines ressources que ça existe? Ou alors, vraiment, est-ce qu'il y a l'idée de structurer un peu comme le réseau mafieux italien? La DZ Mafia, bon déjà, elle n'a rien de mafia et finalement rien d'algérien, puisque DZ, c'est l'indicatif algérien et il n'y a pas que des Algériens dans cette organisation-là. Et puis on est sur je crois que, on est à moins de 10 ans, là, la présence de la DZ Mafia, et il y a déjà des procès avec des grosses têtes de la DZ Mafia. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup mieux comme organisation qui tient la route parce que elle a vu le jour, on va dire, on va voir large les 5-6 dernières années et on est déjà là sur des procès de grosses têtes de DZ Mafia. Je crois qu'on manque encore de professionnalisme à la DZ Mafia, je pense. Et je pense qu'on fantasme aussi beaucoup sur ce qu'est la DZ Mafia. Avant de donner peut-être la parole au public, j'avais une question sur les consommations des petites mains du trafic. De ce que je crois savoir, ce que j'ai pu observer à mon niveau, c'est que le cannabis vraiment est largement utilisé. Ils ont recours à ce produit-là pour tenir. En revanche, il semble que la cocaïne, qu'ils vendent aussi beaucoup, est beaucoup mise à distance par rapport à l'image qu'elle représente et qu'il y a quand même moins de passage à la consommation avec ce produit-là. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, je confirme. La cocaïne, elle demeure... Elle demeure réservée, entre guillemets, à une certaine catégorie de personnes. Les acteurs des réseaux, ils sont vraiment dans une consommation palliative avec le cannabis. Et quand il y a recours à la cocaïne, il semblerait que c'est notamment des personnes en situation de déviance qui veulent ce qu'on appelle monter sur des braquages, parfois se donner un peu de force, voire aussi sur des homicides. C'est une façon aussi de se faire aussi aider, entre guillemets, de se donner du courage. Mais les deux n'ont pas forcément de lien. Un acteur de réseau lambda n'est pas forcément un meurtrier en puissance. Donc oui, le cannabis demeure la béquille principale des acteurs des réseaux. Oui. Moi, je me passerais plutôt du côté de la répression. Autrement dit, du côté de la force publique. C'est-à-dire... je trouve qu'en France, on est extrêmement frileux. Vous voyez, le cannabis, par exemple, sur le plan thérapeutique, déjà, on hésite à l'utiliser. Il a fallu combien de temps avant qu'on autorise à l'utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas, en Europe, il y a des pays qui ont libéralisé un peu l'usage du cannabis? Est-ce que si on libéralisait pas mal, d'une certaine façon, est-ce que ça ne supprimerait pas beaucoup de trafic? Et ça permettrait peut-être aux forces publiques de réprimer alors plus durement sur des drogues dures. Voilà. Je trouve qu'on est à côté de la plaque. Voilà mon point de vue. Parce qu'on ne supprime pas la racine, on ne supprime pas la base. On continue, on est très peureux, moi je trouve qu'on est très frileux en France.
pourquoi, si après tout vous cultivez quelques plantes de cannabis chez vous, vous êtes réprimé. Bon, après tout, le tabac tue beaucoup de monde aussi. Bon, je vois pas pourquoi on est aussi répressif sur 250 grammes ou 500 grammes de cannabis. On fait des visites domiciliaires pour ça. Bon, moi je trouve qu'on est totalement à côté de la plaque. Et il y a des pays quand même en Europe, je pense à la Hollande, je pense, où c'est quand même plus libéralisé. Et ça permettrait peut-être de couper beaucoup dans ce domaine-là. Donc il y aurait moins de jeunes qui se livreraient à ce trafic-là, en le libéralisant de cette façon. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, rares sont les points de vente où il n'y a que du cannabis. Déjà, c'est quelque chose, c'est une évolution dans le trafic de drogue. Moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, il y a plus de 20 ans en arrière, il y avait des cités qui étaient précisément connues pour leur vente d'héroïne, puis après de cocaïne. Aujourd'hui, tous les points de vente de cannabis vendent également de la cocaïne. Donc, c'est un fait. Si on s'interroge, alors évidemment la question de la légalisation, etc., on pourrait en parler, ne serait-ce que pour des questions de santé publique. Déjà, ça permettrait aux personnes qui consomment de consommer un produit qui est aussi sécurisé, entre guillemets, pour leur santé. Oui, sans passer par des réseaux, parce qu'il y aurait un contrôle. Parce qu'il y aurait un contrôle du produit, etc. Tout à fait. Oui. Mais bon, après, on a vu aussi qu'il y a des l'État n'est pas toujours garant du produit consommé, du meilleur produit consommé. On sait aussi parfois que il sait pas qu'il est maintenant, il est contrôlé en fait, parce que justement, beaucoup de Français venaient dans le pays et du coup, ça posait quelques problèmes. Mais certes, mais en disant ça, on occulte, je pense, une partie du problème, en l'occurrence des jeunes qui sont dans une activité délinquante, en situation de délinquance, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de différentes violences, différentes inégalités. Alors, si on règle la question du trafic de drogue, ça ne réglera pas le fait qu'un gamin qui fait des études à diplôme égal n'a pas les mêmes chances, les mêmes droits qu'une personne qui ne grandit pas dans les cités. Un gamin qui grandit dans une famille qui entend parler dès l'âge de 5 ans, 6 ans, de dette de loyer, etc., aura toujours des risques d'être, à un moment donné, en situation de délinquance, des économies de survie. Alors, si le trafic disparaît, il n'empêche qu'effectivement, dans les trajectoires, c'est ce qui aide à un moment donné à se reconstruire un tout petit peu. Mais je tiens quand même à dire, parce que c'est important, et c'est toujours compliqué aussi, c'est ce que je dis, les sociologues, on est toujours en train de dire qu'il ne faut pas stigmatiser, et en même temps, on fait des recherches pour des populations définies, en stigmatisant justement. Mais il s'agit là d'une extrême minorité dans les cités. On est sur une poignée de jeunes. L'écrasante majorité des jeunes de cité se battent quotidiennement dans le milieu légal, font des petits boulots légaux et essayent d'avoir un travail et d'avoir une vie, somme toute, simple et la même que n'importe laquelle. On parle, certains chercheurs parlent de 10% de la jeunesse des quartiers populaires qui serait impliquée dans les trafics. Pour 10% des jeunes, alors, chiffre au niveau national, ça je ne saurais pas vous le dire. Et juste, je voudrais ajouter quelque chose juste sur la contrebande. Il faut faire attention à l'idée. Alors, je ne suis pas contre la légalisation ou pour, enfin, je ne suis pas un expert de la question. Mais légaliser le cannabis n'empêche pas un cannabis de contrebande. En Hollande, on peut acheter du cannabis en contrebande. La cigarette, on peut acheter des cigarettes dans un tabac en France. Le marché de la cigarette de contrebande est florissant. Donc, croire que la légalisation balaie ou enterre complètement le marché illégal, c'est un leurre.
Alors ça pourrait avoir des avantages. Le cannabis légalisé, c'est un cannabis de qualité. Pour le consommateur de cannabis, en effet, j'y vois des vertus. Mais imaginez qu'il n'y aura pas un cannabis de contrebande, moins cher, plus puissant. C'est un leurre. Parce qu'en Hollande, où c'est légalisé, il y a ce phénomène-là. Et la cigarette, entre des cigarettes de contrebande, des cigarettes qui viennent d'Andorre en France, c'est un marché extrêmement développé. Donc, la puissance publique, hélas, ne résout pas forcément la question. Oui, mais je partage l'idée qu'il faille réfléchir à une légalisation du cannabis parce que encore une fois, c'est une question de santé publique aussi, sans parler de la question des trafics. Après, sur la question des chiffres, on peut être parfois sur des cités qui regroupent 5000 habitants et on est sur une vingtaine de jeunes. L'ouvrage de Khadija Sahraoui Chapuis, Les prolétaires du business dans l'ordinaire des trafics de drogue, est publié aux éditions de La Découverte. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 17 avril 2026 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.